Bonjour, donc je suis le docteur Jeanne Gallois. Je travaille actuellement à Lille dans un hôpital comme neurologue et je voudrais vous présenter deux praticiens en Ayurveda qui connaissent bien, donc l'Ayurveda Maharishi basé sur la conscience. Sophie Bell qui est médecin, qui a une formation de médecin classique, mais qui exerce comme médecin également formée comme pratiquante en Ayurveda à Zelisberg en Suisse. Donc on peut quand même préciser que tu as une expérience en Ayurveda depuis plus de 40 ans et maintenant tu es directeur de cette clinique ayurvédique depuis 25 ans. Donc une bonne expérience dans cette connaissance. Et puis, je voudrais également présenter Dominique Touillet, qui a une formation également de praticien en Ayurveda, mais également de naturopathie. Donc, tous les deux, vous avez en fait une double formation, naturopathie et Ayurveda pour Dominique, et puis médecine plus classique, plus traditionnelle européenne pour Sophie, mais également médecine ayurvédique. Et donc, Dominique, tu gères le centre de Panchakarma depuis 1994. Alors, moi, j'ai une première question toute simple. J'aimerais que vous me définissiez l'Ayurveda. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens dans ma pratique médicale, c'est que les patients sont très demandeurs de thérapeutiques complémentaires, hein. Ils sont très demandeurs, surtout dans les pathologies chroniques, pour lesquelles on n'a pas forcément de choses à leur apporter. Par exemple, je pense à la douleur chronique ou à certaines pathologies inflammatoires où on a des traitements, mais parfois on se retrouve un petit peu à court d'éléments. Et donc, ils sont très demandeurs de médecine alternative et une qui peut revenir, c'est l'Ayurveda. Mais qu'est-ce que l'Ayurveda? Et surtout, qu'est-ce que l'Ayurveda Maharishi? Quelle est la différence entre une pratique en Ayurveda et l'Ayurveda que vous pratiquez tous les deux, qui est l'Ayurveda Maharishi? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre à ça? Peut-être d'abord parler de la définition même de l'Ayurveda. C'est une médecine qui est très ancienne, mais elle a une définition qui est intéressante. On dit Ayurveda, en fait, c'est deux mots, on pourrait les séparer. Ayu, c'est la vie, et puis Veda, c'est la connaissance, la science. Donc, finalement, déjà, rien que dans la définition du mot Ayurveda, on a déjà la notion qu'on va parler d'une médecine qui parle de la vie, qui s'intéresse à la vie. Donc c'est toujours quelque chose, enfin moi qui m'a interpellée dès le début en tant que médecin, de me dire, tiens, là on ne parle pas de maladie, on parle plutôt de vie, c'est tout un système qui est en fait immense, qui va parler de la vie. On va un peu reconnaître la vie, stimuler la vie dans tous les sens du terme. Donc c'est plus que juste ne pas être malade. Après, si on veut faire une distinction entre l'Ayurveda et l'Ayurveda Maharishi, bon, si on a rajouté la terminologie Maharishi, euh, peut-être d'insister sur l'authenticité profonde de l'Ayurveda qui est de stimuler aussi, de tenir compte de l'aspect conscience. C'est quelque chose qui est important en Ayurveda, c'est déjà même inclus dans la définition même ayurvédique de la santé, mais c'est souvent oublié par les praticiens de l'Ayurveda. Hmm. Ils ont tendance à se dire, bah, l'Ayurveda, c'est la nutrition, l'Ayurveda, c'est les plantes, l'Ayurveda, c'est se nettoyer. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est de dire que l'Ayurveda, c'est d'abord développer la conscience et donner la possibilité à la personne d'être vraiment centrée en elle-même de façon à ce qu'elle ressente profondément à l'intérieur d'elle-même ce qui est juste pour elle à un moment donné pour rester en état d'équilibre, en état de santé. Donc, il y a vraiment ces deux aspects, en fait. À la fois un équilibre de la personne, mais également l'aspect de la conscience, en fait, hein, C'est peut-être cette reconnexion sur laquelle on va travailler en Ayurveda à l'aide de beaucoup d'aspects. c'est vrai que c'est une plainte courante des patients, je trouve, de dire, en fait, je sais pas ce que je dois faire. Et dans l'Ayurveda, du coup, les gens se reconnectent à eux-mêmes et permettent d'être plus Oui, acteurs de leur santé. c'est exactement ça. La personne va être beaucoup plus présente et avoir la sensation de ce qui leur convient. Nous, on donne Ouais. juste des indications. Je leur dis toujours aux patients qui viennent me voir, moi, je vous donne des indications, je vous explique. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous sentiez ce qui est bon pour vous à un moment donné. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. là, bah, Ça finalement, apporte, on rapporte la mémoire, finalement, la mémoire de soi-même, la mémoire des sensations qu'on a par rapport à la façon dont on vit, et en particulier la façon dont on mange, mais pas seulement. Ce serait même valable pour le comportement aussi. ça apporte beaucoup d'autoréférence, en fait, à ces patients.
entre guillemets, on travaille, dans le sens d'aider la personne à être plus facilement autoréférente. Mm. Un point fort de l'Ayurveda Maharishi, c'est ça, c'est développer ce qu'on appelle, ce que le docteur Bell appelle l'autoréférence, c'est-à-dire la capacité à ressentir par soi-même exactement ce qui est bon pour soi. Et ça fait de la médecine de l'Ayurveda Maharishi une médecine personnelle. Vraiment une médecine qui est faite pour chacun. C'est pas une médecine globale. En naturopathie, par exemple, on dit il faut faire ça, 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 ça. Il faut manger comme Mm. ci, le matin, il faut manger ça. Il faut manger des crudités à tel moment, etc., etc. Et dans l'Ayurveda Maharishi, c'est qu'est-ce qui vous convient le mieux? Quand vous mangez ça, comment vous vous sentez? Et ça, c'est lié à l'éveil de la conscience. À Hein. l'éveil de la conscience, Voilà. d'accord. En fait, ça fait résonner deux choses en moi. La première chose, c'est donc, ça arrive en fait avant la pathologie. Cette médecine, elle est là, en fait, cette science, elle est là pour que les gens soient en santé et évitent de tomber malade, si je comprends bien. Retrouver un équilibre, retrouver une autoréférence et éviter de tomber malade. La prévention. Hein. Hmm. Parce qu'il y a une connaissance très très profonde du développement du déséquilibre. Il y a cette connaissance, D'accord. les fameux stades de développement, on en reparlera plus tard, hein, mais il y a cette connaissance des différents stades de développement du déséquilibre, hein, qui va conduire à la pathologie, et bien en amont des premiers signes, des premiers symptômes, des premiers ressentis du déséquilibre, on a déjà un tout début très discret, très silencieux de déséquilibre qui peut s'amorcer. Et tout le travail, c'est justement de prévenir cela, de prévenir, d'éviter que ces petites choses, ces petits signes à peine perceptibles s'aggravent pour aller vers un déséquilibre plus important. Et donc, on va travailler beaucoup sur ça. Prévenir, prévenir, prévenir. Ces déséquilibres, en fait, le but du jeu, c'est que les patients soient capables de les retrouver eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est capable d'avoir cette autoréférence? C'est justement ce qu'on appelle le premier remède de l'Ayurveda Maharishi. C'est le développement l'éveil de la conscience, le développement de la conscience. Alors la conscience, c'est quoi? Il faut la définir peut-être un peu. Hein. C'est ça. On a un petit peu de mal avec ce Intéressant. mot-là. Hein. Comment définir la conscience? La, la conscience, Vaste sujet. bon, voilà, tout le monde sait qu'on peut être conscient ou inconscient, déjà. Hein. Quelqu'un qui a reçu un choc sur la tête, il est inconscient. Donc déjà, on a une idée que être conscient, c'est être présent. Hein. Ouais, C'est être là, être présent chaud. Prenons un exemple tout bête. Vous êtes en train de regarder un paysage. Vous êtes là dans la nature, vous regardez un paysage. Vous êtes conscient du paysage. Vous voyez différentes nuances de couleurs, etc. C'est très joli. Il y a la lumière qui vient jouer dans les mouvements des végétaux. Et puis, tout à coup, quelqu'un passe en voiture avec le morceau de musique, votre morceau de musique préféré. Qu'est-ce qui se passe? Vos yeux sont toujours en train de regarder le paysage. Votre système, comment dire, votre regard est toujours là, sauf que vous voyez plus le paysage. Puis ouais. quelqu'un vous dit après, t'as vu passer l'oiseau? Il y a un oiseau qui est passé. Non. Et pourtant, vous regardiez. Pourquoi? Parce que la conscience, elle a shifté, elle a changé d'endroit. Elle est passée du système visuel au système auditif. D'accord. Donc ça montre que la conscience est complètement libre. Elle va là où elle veut aller. Elle se sert des sens pour faire des expériences, mais elle va là où elle veut aller. Donc cet état Mhm. de vigilance, cet état de présence, cet état d'attention est complètement libre. Hein. Il va là où il veut. Et cette conscience, elle peut s'éveiller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. L'exemple de Dr Bell était très intéressant. Il y a des fois, le matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas toujours bien clair, les choses ne sont pas toujours bien nettes. Et ça veut dire que la conscience, elle est plutôt restreinte. Hein. Le Mhm. champ de conscience est restreint. Et si on travaille à éveiller cette conscience, eh bien, on peut avoir un champ de conscience plus large et plus large et plus large et plus large. Et il y a un outil très précieux qui vient d'une très longue tradition, qui est très connue en Inde, hein, ça s'appelle la méditation. Hein. Et c'est ce qu'on appelle le premier remède. La pratique de la méditation, c'est le premier remède. Finalement, si on revient à la question qui était, ben, est-ce que tout le monde peut se retrouver lui-même et savoir ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas, ben, on reviendrait à cette notion, ben, en fait, toute personne qui est active, toute personne qui peut penser, qui peut prendre des décisions est aussi finalement capable de rester en silence et de se centrer sur lui-même. C'est une expérience qui est très naturelle et très simple finalement.
je voudrais tout d'abord vous poser une question qui me semble primordiale. Quels sont les grands thèmes que nous allons aborder dans ce cours, dans ces heures de cours que nous allons faire tous ensemble? Il y a un élément qui paraît très très important, c'est les fondements de l'Ayurveda. On a parlé de la conscience déjà, l'aspect le plus fondamental, hein, l'aspect du silence, l'aspect de l'être intérieur, la source de la pensée, enfin vraiment toutes ces choses dont on va reparler aussi, hein, parce que ça paraît assez important d'élaborer sur le sujet. Mais il y a à partir de ce niveau-là trois éléments principaux qui vont se développer, qu'on appelle les doshas, hein. Les trois principes d'intelligence, les trois principes qui vont diriger la physiologie, diriger la psychologie et qui vont organiser la formation des tissus, des systèmes et tout ça. C'est ce qu'on appelle les doshas, hein, Vata, Pitta, Kapha. C'est vrai que les patients qui arrivent des fois en consultation me parlent de ces doshas Vata, Pitta, Kapha, mais à quoi ça correspond? Parce que je comprends bien que c'est trois intelligences, mais à quoi correspondent-ils exactement? Oui, alors Vata, c'est souvent associé au mouvement. On pourrait aussi dire que c'est un petit peu comme l'air léger, asséchant, donc en mouvement léger. Dans la physiologie, ben, ça va être tout ce qui bouge, par exemple. La pensée, ça peut être un mouvement. Le mouvement des yeux, c'est un mouvement, évidemment, quand on bouge les mains, les pieds, qu'on marche, c'est un mouvement. Les mouvements des intestins, le mouvement du sang qui circule. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on associe au vata. Et quand le vata est trop élevé, ça donne un peu une agitation. Que ce soit par exemple une personne qui est tout le temps en train de bouger, une élimination par exemple, les mouvements des intestins qui va être très irrégulier parce que ça va être toujours en réaction. Bon, sans aller trop dans les détails, hein, puisque c'est quelque chose qu'on va aborder à fond, j'ose pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour comprendre ce principe du vata. Donc, Euh, principe du Vata, le principe du mouvement et le principe du Pitta. Que pouvons-nous en dire? Alors, Pitta, il est gouverné par Vata. Le mouvement pousse le principe de digestion. Pitta, c'est le principe de digestion, de transformation, de métabolisation. C'est ce qui amène la chaleur dans le corps. D'accord. C'est ce qui va permettre la digestion des aliments, la digestion des pensées au niveau psychique. Donc ça, c'est plus Pitta. Mm. Et le dernier, le Kapha. Ça va être davantage la structure, c'est ce qui stabilise en fait. Donc, on a besoin aussi de cette composante. On a le vata qui bouge, le pitta qui transforme et on a le kapha qui stabilise. Ce qui veut dire que tout le monde a les trois doshas, mais chaque personne peut avoir des doshas dans des proportions variables. Mhm. Exact, exact. Oui, oui, par exemple, il y a parfois une très grosse prédominance d'un des doshas ou de deux des doshas. Quelquefois, c'est assez équivalent, mais il y a en général toujours la présence plus ou moins développée des trois. Mais il n'y a pas de physiologie qui soit meilleure l'une que l'autre. Globalement, les trois ont leur qualité, j'imagine. C'est une question d'équilibre. Il peut y avoir, comment dire, un vata dominant chez une personne qui est très créative, très inventive, etc. Enfin, ça, on développera plus tard. Mais l'idée, est-ce c'est équilibré? Est-ce que la personne se sent bien avec ce dosha qui est dominant dans sa physiologie et dans sa psychologie? En fait, c'est juste une question d'équilibre. Il y a deux choses. Il y a la quantité de dosha, on va dire, présent chez une personne. Est-ce que la personne est plus marquée par le kapha, plus marquée par pitta, plus marquée par vata, ou par vata, pitta, etc. Il y a différentes combinaisons. Et est-ce que ces doshas, ces éléments sont équilibrés? Hein. C'est ça qu'il faut mesurer. D'accord. Donc on en revient toujours à une question d'équilibre, ce qui veut dire que la personne, au départ, doit bien se connaître pour pouvoir aller vers cet équilibre. C'est ce qu'apprend l'Ayurveda, c'est peut-être la connaissance de soi-même justement pour aller vers l'équilibre, quelles que soient ses tendances fondamentales. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la vrikriti ou la prakriti? La prakriti, pardon. Oui, c'est ça. C'est le nom sanskrit, en fait, prakriti, ça signifie nature, nature première, nature équilibrée. Et puis vikriti a l'idée de torsion dedans, hein, le mot le préfixe vi indique l'idée de torsion. Et ça signifie déséquilibre, en fait. Déséquilibre de... D'accord. Déséquilibre des doshas. Quels sont les différents types de moyens, quelles sont les différentes approches que l'on peut mettre en évidence pour justement retourner à cet équilibre? Ça, c'est intéressant parce que ça va nous amener dans les autres aspects du cours.
le Védia, le médecin, le consultant d'Ayurveda va regarder, c'est par exemple le niveau d'équilibre de Vata Pitta Kapha, mais aussi son feu digestif, ce qu'on appelle l'Agni. Donc on va regarder son niveau d'Agni, son niveau de capacité à transformer, à digérer. On va regarder sa capacité à éliminer, hein, tout ce qui est du domaine de l'évacuation des choses que le corps ne va pas garder. On va regarder aussi tout ce qui est lié à la force de la personne, hein, et mesurer son niveau de force. On parle d'ojas, hein, en Ayurveda, tout ce qui fait son état de santé, sa force, sa résistance, hein, et sa résistance au déséquilibre, sa résistance à la maladie. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être regardés pour commencer à pouvoir donner des conseils progressivement, là. L'Agni, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Agni, c'est la digestion de la personne, hein, c'est ça? Oui, le principe de digestion, de transformation, on parle souvent de feu digestif quand on parle de l'agni principal, qui est celui qui se trouve au niveau de l'estomac et qui va être une composante importante en fait pour justement euh, retrouver cet équilibre. Donc quand on va faire une consultation ayurvédique, c'est une des choses qu'on va évaluer, c'est est-ce que l'agni est bon ou pas? C'est une des premières choses qu'on va essayer d'équilibrer. Est-ce que l'Agni est le même chez tout le monde? Ça, c'est une bonne question, hein. Donc, les personnes qui vont vous dire, au bout de 2 heures d'un repas, ils ont encore faim. Puis il y a des personnes, au bout de 4 heures, vous disent, pff, non, j'ai toujours pas digéré. Et puis il y a des personnes, c'est irrégulier. Donc on a différents types d'agni et c'est très très lié au dosha, vata, pitta, kapha, hein. Ça, on va expliquer. Quand on va rentrer dans la partie du cours, on va parler d'agni. On verra en détail justement qu'est-ce qu'un agni qui est influencé par pitta, par vata, par kapha, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que l'Ojas exactement? Ça définit la qualité du système immunitaire. C'est très lié à kapha, hein. D'accord. C'est l'essence de kapha. C'est l'essence de Kapha. C'est la valeur la plus subtile, la plus raffinée, la plus profonde. Le tissu aussi, des fois on dit c'est le tissu le plus fin, le plus subtil qui est pratiquement pas matériel, qui est celui qui permet de passer de la conscience, de la source de ce qui nous constitue fondamentalement, à la matière. Donc c'est vraiment quelque chose de très très profond. C'est vraiment un sujet. Moi, j'adore ça, de parler de jazz, parce que ça donne beaucoup de douceur. C'est ce qui donne de la douceur dans le corps. C'est ce qui donne le rayonnement. Enfin, il y a vraiment il y a du temps à passer sur ça. Ça, c'est Il y vraiment. a du temps passé. Mais moi, ça m'attire sur un point. Tu disais donc Ojas, c'est très lié à Kapha. Sophie disait que quand même l'Agni, c'était très lié à Pitta. Qu'est-ce qu'on peut relier à Vata? Avata, c'est prana. L'essence de Vata, c'est prana. L'essence de C'est Pitta, prana, c'est Agni. L'essence de Kapha, c'est Ojas. Et l'essence de Vata, c'est prana. c'est prana. C'est-à-dire. Pourrait rattacher ça à l'énergie qu'on pourrait retirer de l'air, de la respiration, en fait. Prana, ce serait la respiration primordiale. Et quand on parle de prana, d'un bon prana, c'est d'une certaine qualité d'énergie qu'on peut retrouver dans l'air. On en a besoin, c'est un besoin fondamental. C'est un des premiers principes de la vie sur Terre, on a besoin de respirer. Alors, justement, on verra dans le cours, il y a quelque chose de très intéressant, c'est sur les différentes formes de prana, les différents statuts de prana. Donc, si je comprends bien, ce qui va être important de déterminer chez une personne, c'est quelle est sa constitution en matière de dosha, quelle est sa constitution donc en termes de vata, pitta, kapha. Il va falloir être également très attentif quant à la qualité de sa digestion, quelles sont ses capacités digestives, d'élimination. Mais quels sont les risques qu'une personne peut avoir si la digestion n'est pas complète en fait, si elle ne se fait pas correctement, quelles que soient les raisons, hein. Bah, si la transformation des aliments, par exemple, n'est pas complète, à ce moment-là, on va avoir tendance à avoir des substances mal digérées qui vont circuler dans le sang, qui vont commencer à s'accumuler à droite à gauche dans les organes et finalement à boucher. C'est pas un terme très joli, mais ça explique. Et c'est vraiment quelque chose de concret qui se passe. Ça commence à boucher les canaux de communication. Ça peut être D'accord. boucher l'élimination et donner tendance à de la constipation, mais ça peut après boucher les circulations des liquides, boucher les vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle l'AMA, hein, ces substances collantes qui sont produites enfin qui est produit quand l'agni n'est pas très bon, quand la digestion n'est pas complète.
et qui va finalement causer des tas de problèmes à tous les niveaux. Dans ce que tu dis, Sophie, j'ai l'impression qu'il y a différents stades d'amas, qu'on pourrait avoir un peu d'amas qui peut Mhm. entraîner, comme tu dis, une constipation, mais il peut y avoir de l'amas plus sévère ou installé depuis plus longtemps qui pourrait ensuite installer des maladies plus graves. Tu veux dire qu'il y a un développement progressif de la maladie qui s'installe au fur et à mesure du temps? Et tout à fait, c'est très clair quand on utilise le diagnostic de la prise du pouls, le Nadivigan, on appelle ça. On sent très bien la différence de qualité, de la différence de fluidité au niveau du sang. Ça se sent vraiment très concrètement. Et on peut très bien voir parfois c'est un petit peu lourd. Ce sera sans doute un peu d'amas, mais il y a quelquefois c'est tellement bouché qu'on a l'impression que le système digestif et l'agni n'arrivent plus du tout à fonctionner. Et ça D'accord. s'associe avec des symptômes assez clairs où les gens sentent bien qu'ils n'arrivent plus à avoir la digestion se fait plus et ils n'ont plus une énergie normale. Et puis c'est là que les problèmes chroniques ou les problèmes graves peuvent s'installer très facilement. Un jour, en prenant le pouls, c'était sur la région de Marseille, je prends le pouls d'une dame. En prenant le pouls, j'avais la sensation que c'était, vous savez, comme autrefois les tablettes de chocolat, Mm. c'était un peu bosselé derrière, hein. Puis je lui dis, c'est marrant, votre pouls, il ressemble à une tablette de chocolat. Elle me dit, m'en parlez pas. Elle me dit, je mange une demi à une tablette de chocolat par jour. Et c'était absolument incroyable. C'était vraiment les canaux, ce que dit Sophie, la masse c'était complètement bloqué. Il n'y avait plus rien qui bougeait. Il n'y avait plus aucun mouvement. Et ça ressemblait vraiment au dos d'une tablette de chocolat. Donc on voit tout dans le pouls, hein. On voit tout dans le pouls. C'est donc une technique très fiable de diagnostic, le pouls. En tout cas, ça permet de voir beaucoup de choses. Mhm. C'est très complémentaire. On a déjà pas mal d'informations à regarder une personne, l'entendre parler, quand on a un peu d'expérience, ça apporte déjà beaucoup d'éléments. Évidemment, on peut poser aussi des questions et l'examiner, mais le diagnostic par le pouls que propose l'Ayurveda, ça permet souvent d'aller plus loin. Il y a certaines choses qui pourraient être cachées, qu'on perçoit très clairement parfois avec le pouls. Donc ça, c'est toujours intéressant quand il y a quelquefois des personnes qui paraissent hyper calmes, par exemple, et Mm. puis très posé, très tranquille. Et puis on prend le pouls, puis il est hyper agité. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis je dis à la personne, ben oui, vous vous cachez derrière quelque chose. On sent qu'il y a énormément d'excitation et les gens le reconnaissent. Ils disent, bah oui, les gens me disent tous que je suis très calme, mais moi je sais bien, je ne suis pas calme du tout. Ouais. C'est une C'est tempête intérieure qu'on c'est peut une tempête ressentir. intérieure qui est très bien contrôlée, Ouais. mais qui est là quand même et qui influence quand même. Donc c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose d'unique en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer cet amas chez ces personnes, en fait? Ah ben ça va être un sujet. C'est vraiment un sujet qu'il faut développer longuement, hein, parce que c'est tout le bilan d'une consultation en fait, hein. Quand quelqu'un vient et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amas, effectivement, il y a tout un travail à faire sur l'alimentation, le mode de vie, et éventuellement des plantes. On a parlé de pratique de méditation. Parfois, ça peut être très précieux d'avoir cette pratique. Une réflexion, trouver la cause aussi. Pourquoi est-ce que la personne a autant d'amas? Ah, donc ça va être aussi un sujet dans une consultation. Où est l'erreur? Quelle erreur fait-elle? Il y a des fois, c'est tout simple, hein. C'est des fois des choses, simplement, les personnes mangent très peu le matin, très peu le midi, il faut un gros repas le soir. Hmm. Et elles vont constituer petit à petit une accumulation d'aliments qui sont pas digérés, et voilà, ça forme de l'amas. Et donc, il suffira dans la consultation de dire, ah, écoutez, si c'est possible pour vous, ben, vous changez le type d'aliment que vous avez, enfin, la quantité d'aliments que vous prenez le soir, mangez léger le soir, et puis un peu plus le midi, parce que c'est le repas principal. On expliquera pourquoi. Donc, dans les différentes modalités de prise en charge, déjà, on peut revoir la routine des gens. La façon de manger, l'heure à laquelle on se couche, l'exercice physique. On le sait en médecine moderne, hein, on sait de plus en plus que une alimentation saine, plutôt biologique, sans pesticides, essayer de se coucher tôt. Mais l'Ayurveda est très précis là-dessus. Il y a des choses à faire qui sont importantes. Oui, il y a énormément de connaissances sur ce genre de sujet, donc ça fait quelque chose qui sera vraiment intéressant de développer, puis de voir justement en fonction de l'équilibre ou des déséquilibres. Oui, enfin, c'est peut-être l'essence de l'Ayurveda, c'est d'être autoréférent, parce que sur la routine de vie, l'alimentation, on peut donner des listes avec des conseils, mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que la personne apprenne à sentir qu'est-ce qui lui convient ou qui lui convient pas à un moment donné. On voit ça, par exemple,
dans la compréhension du déroulement d'une journée. Ça, on Ouais. verra aussi, on peut aborder ça, c'est-à-dire les différents moments dans la journée où on a plutôt plus de vata, plus de pitta, plus de kapha, la même chose la nuit, dans la vie de la personne, ce qu'on appelle tous les rythmes, hein, les rythmes de quotidien, les rythmes annuels, les rythmes de vie. Voilà, il y a vraiment toute connaissance à avoir là-dessus. C'est pas tellement des règles en Ayurveda, c'est plus des compréhensions du fonctionnement de la nature. Voilà, comment la nature fonctionne. Et à partir de là, on peut tout doucement se dire, ah bah oui, tiens, si je fais comme ça va être plus en accord avec les lois de la nature. Donc c'est plus ça, plus l'idée de comprendre et puis après, voilà, comme dit Sophie, de développer l'autoréférence par rapport à cette connaissance. Ce qui veut dire qu'en fait, les changements vont se faire de façon assez naturelle, mais également de façon progressive. J'imagine que c'est compliqué de changer du jour au lendemain toutes ses habitudes. Ah, mais c'est pas nécessaire. Même peut-être déjà un petit ajustement, ça peut déjà donner des résultats énormes, hein. Par exemple, bah, quand on détecte un peu de présence d'ama et un pouvoir digestif, un agni qui n'est pas terrible, on peut déjà commencer juste par conseiller à la personne de boire de l'eau chaude qu'on a fait bouillir avant. On dit que c'est le médicament ayurvédique le moins cher. Et ça va déjà marcher. Donc, il ne faut pas forcément donner toute une série de conseils. Ça peut être très simple. On peut commencer pas à pas. Et puis, quand on sent que ça marche, ben, on a envie de continuer. On sent mieux les choses. On va une étape plus loin. Et puis, voilà, on avance avec. Une digestion forte, c'est important, mais quel est le devenir des aliments? Oui, c'est tout à fait vrai. Ça se rapproche avec la médecine classique. Finalement, on mange, on digère. Il y a que des substances digérées qui circulent et qui vont finalement être absorbées et servir à la construction des cellules, des organes. Et c'est ce qu'on appelle en Ayurveda les dhatus. C'est toujours intéressant de voir, en Ayurveda, il y a une espèce de hiérarchie. Il y a des datus qui sont plus grossiers, c'est les premiers par lesquels passent les substances digérées. Ça peut être par exemple le sang, les liquides, euh, les liquides du sang. Et puis après, c'est les cellules sanguines qui se transforment. Et petit à petit, il y a différents datus qui sont décrits, muscles, les os, le système nerveux, la moelle, etc. Plutôt que de parler en termes de maladie avec nos mots modernes, on va souvent parler en termes de déséquilibre. Alors, on parle du déséquilibre des doshas, on en a déjà parlé. On va parler de l'agni, de l'ama, et on va aussi parler des dhatus. Est-ce que les systèmes d'organes sont en équilibre ou pas? Donc, c'est aussi un aspect important. Donc, pour essayer d'améliorer la digestion, améliorer l'équilibre de ces doshas, donc on passe par une bonne compréhension de la physiologie, du fonctionnement des doshas, une bonne routine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour essayer de poursuivre cette amélioration? Ce qui caractérise justement l'Ayurveda Maharishi, c'est tout le travail que Maharishi a fait avec des médecins, vraiment des grands médecins spécialisés dans l'Ayurveda. Ça a permis de remettre à jour complètement tous les aspects de l'Ayurveda. Une vingtaine de stratégies différentes qui ont été rassemblées en un seul et même, on va dire une même connaissance. C'est-à-dire que on a parlé bien sûr de tout ce qui est des domaines des diètes, tout ce qui est, on a parlé de Nadi Vegan, la lecture du pouls, on a parlé des conseils alimentaires, on a parlé des plantes. Voilà. Il y a d'autres techniques, par exemple la marmathérapie. La marmathérapie, c'est une connaissance des différents points d'énergie du corps. On parle de 108 points qui sont en relation entre le corps physique et les corps qu'on appelle les corps subtils, hein, les fameux koshas, les corps subtils. Bon, ça, c'est pareil, c'est un domaine extraordinaire et qui permet de réajuster, de rééquilibrer l'énergie et d'amener un bon niveau de prana et d'énergie dans la physiologie. Hein, si quelqu'un s'est blessé, par exemple, ou si quelqu'un a des douleurs, ou si quelqu'un a une souffrance quelque part dans le corps, eh bien, le fait de faire ces marmas, ces massages, ce sont des micro-massages, hein, c'est très léger, très délicat, très raffiné, ça va permettre de rééquilibrer. On a la possibilité aussi d'utiliser des stratégies comme le Gandharva Veda, hein, qui est l'usage d'une sorte de musicothérapie, à la musique traditionnelle indienne, la musique traditionnelle védique, qui permet aussi d'harmoniser le fonctionnement du cœur, des émotions, hein, de l'esprit, du mental. Dans l'Ayurveda Maharishi, on a aussi la connaissance sur l'agriculture, on appelle l'agriculture biovédique. Il y a plus de 20 stratégies différentes qui peuvent être des moyens
hein, comme par exemple la connaissance de l'architecture. Il y a des personnes qui sont malades parce que leur maison ne les rend pas heureux. Donc on a une connaissance comme ça autour de l'architecture. Donc, Et j'aurais juste une question peut-être un peu triviale, mais quelle est la différence entre la marmathérapie et l'acupuncture? Je trouve que les points qu'on touche, logiquement, sont similaires. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence dans la description des points. S'ils sont réels, ils doivent exister. On doit les retrouver dans tous les systèmes. Mais il y a une énorme différence, c'est que la marmathérapie qu'on fait dans l'Ayurveda Maharishi, c'est une thérapie qui est vraiment extrêmement douce. On effleure en fait ces fameux points marma, ces points si délicats. Et qu'en est-il de l'aromathérapie qui est quand même très à la mode, hein. On le voit aussi dans la pratique dans certains hôpitaux. L'hôpital où je travaille met en place de l'aromathérapie avec une certaine efficacité. Y a-t-il une connaissance de l'aromathérapie Marichi? une connaissance, oui, et une pratique différente. Il y a plusieurs façons d'aborder l'aromathérapie. On peut l'aborder comme on fait en médecine classique, enfin en naturopathie par exemple, où on va dire, voilà, pour tel problème, tel déséquilibre, on va utiliser telle huile Hmm. essentielle. Ça, on sait faire. Mais on a une autre pratique qui consiste à mettre la personne dans une situation de détente, de relaxation, où on va lui proposer différentes huiles essentielles à ressentir pour choisir l'huile essentielle qui va le mieux lui correspondre et l'exposer pendant un certain temps, cette huile essentielle, et puis peut-être une autre, etc. Et donc c'est tout un travail de ressenti de ce qui est bon pour soi. Donc là, on développe aussi l'aspect d'autoréférence qui est très important. Et puis en même temps, d'amener la personne à plonger vers l'intérieur par le moyen olfactif et voir on a parlé un petit peu de transcender, de voir de transcender, c'est-à-dire d'aller vraiment à la source de la pensée à travers ce système-là. Donc ce sont des séances qui durent à peu près 1 heure et c'est vraiment complètement, je n'ai rencontré ça que dans l'Ayurveda Maharishi. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est une pratique vraiment très spécifique. D'accord, donc également une pratique qui permet qui est très adaptée en fait à chaque personne, qui est en fait ce qu'on nous appellerait un peu brutalement et grossièrement dans notre médecine actuelle de la médecine personnalisée en fait. C'est tout l'art peut-être de celui qui soigne, c'est de trouver exactement quelle va être la chose. Il y a peut-être une chose, un point, mais quelque chose qui va bien marcher à ce moment-là pour cette personne-là. Et puis qu'on ajustera si nécessaire, mais c'est une médecine qui est très personnalisée, hein, définitivement. Et il y a un point quand même dont je voudrais vous poser la question qui me semble vraiment important en tant que thérapeute. Quels sont les potentiels effets secondaires que l'on pourrait retrouver avec toute cette prise en charge globale de la personne? Ça, c'est très intéressant parce que justement, parlons des plantes par exemple, hein. C'est souvent le sujet, c'est les plantes, hein. Dans l'Ayurveda Maharishi, en fait, on utilise rarement les plantes seules. On utilise la totalité de la plante, mais en synergie avec d'autres plantes. Et pourquoi est-ce qu'on fait des synergies? Bien, pour éviter les effets secondaires. C'est-à-dire que en fait, tout est calculé, enfin calculé. C'est pas calculé parce que c'est des recettes qui existent depuis l'éternité des temps. On retrouve ça dans les textes et c'était transmis oralement autrefois. Donc il y a vraiment des préparations qui sont faites où on voit qu'il y a quelques plantes on va dire, principales qui sont faites pour atteindre un certain objectif, mais on peut avoir 10, 15, 20 plantes supplémentaires en toute petite quantité pour justement contrebalancer tous les effets secondaires. Et donc, on dit dans l'Ayurveda Maharishi qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça ne veut pas D'accord. dire pour autant qu'il ne faut pas bien connaître les Oui. synergies, et bien connaître les plantes pour savoir quelle plante donner. Ça, bien sûr, hein, ça demande une connaissance. Mais il n'y a pas d'effet secondaire quand c'est bien attribué. Mm. À la fois, c'est une synthèse, ce cours, c'est une synthèse et une sorte de condensé des grands principes de l'Ayurveda, des principes à la fois théoriques, à la fois pratiques. Et c'est particulièrement les principes qu'on trouve dans l'Ayurveda Maharishi. En général, pour devenir un Vaidya, ou un bon médecin ayurvédique, il faut quand même 7 à 8 ans d'études, hein. Donc là, on a tout condensé pour que les 7 à 8 ans soient dans les 10 leçons, hein. Alors, chaque cours va débuter par un temps de silence. Moi, j'ai appelé ça un temps d'éveil de la conscience, qui sera suivi d'une présentation du cours, et ce cours qui va être transmis par vidéo, hein, que vous aurez une demi-heure de vidéo.
Et on terminera par un temps de questions-réponses, qui est important après le cours pour expliquer les différentes choses qui ont été vues. Donc, une invitation à ne soyez pas timide, posez vos questions, car c'est le meilleur moyen d'intégrer la connaissance. Hein, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, l'originalité de ce cours, hein, en dehors de la richesse des informations transmises, réside dans la forme qui fait émerger la connaissance. Et le docteur Jeanne Gallois, qui doit être parmi nous, qui est neurologue et très brillant esprit, vous vous en rendrez compte, euh, interroge l'Ayurveda sur la base de son expérience de médecin et en lien avec les questionnements de ses patients. C'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est directement des questions que chacun peut se poser, hein. Et en même temps, elle a toute cette connaissance de sa profession qui fait qu'elle interroge profondément les choses. Cela fait donc ressortir à la fois les connaissances, des connaissances très profondes, fondamentales pour comprendre l'Ayurveda, et des connaissances pratiques précieuses pour gérer votre santé. Les professeurs. Alors, docteur Sophie Bell, qui doit être parmi nous aussi, médecin pédiatre, qui a une grande expérience de l'Ayurveda Maharishi, hein, plus de 35 ans, mais enfin, Jeanne, le docteur Jeanne en parlera tout à l'heure. Elle a travaillé avec les plus grands Védias de l'Inde, hein, les plus grands médecins de l'Inde, et particulièrement avec ce qu'on appelle les Ashta-Védias. Ce sont de grands spécialistes qui ont une renommée incroyable en Inde, hein. Le docteur Sophie donc, a travaillé et s'est occupé d'un centre enfin, une clinique ayurvédique pendant plus de 30 ans. Et puis moi-même, mais je vais laisser à Jeanne le soin de me présenter. Voilà. Donc, le cours sera enregistré et sera disponible en replay, hein. C'est-à-dire qu'après chaque cours, si vous avez manqué, vous avez possibilité de le revoir. Et puis ensuite, après la fin du cours, il y aura 3 mois de disponibilité du cours. Le cours ce soir, donc, c'est une sorte d'entrée en matière dans l'Ayurveda, hein. On présente les éléments clés de l'Ayurveda Maharishi, la notion de conscience, on va beaucoup insister sur cet aspect. Puis, il y aura une deuxième vidéo qui va présenter les différents thèmes du cours. Voilà. Donc, on va commencer par notre petit temps de silence. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des techniques d'éveil de la conscience et puis peut-être des personnes qui n'ont pas de technique. Alors, pour ceux qui n'ont pas de technique, ce que je suggère, c'est de faire ce qu'on appelle un body feeling naturel. Naturel, c'est-à-dire un body feeling où on pose l'attention sur le corps de façon complètement innocente, complètement naturelle, et on laisse cette attention aller sur les différentes parties du corps, un peu, on pourrait dire, comme la conscience le souhaite. C'est-à-dire, on n'imprime pas un mouvement particulier, on ne va pas sur une partie du corps en particulier par décision. Si l'attention se promène dans un endroit du corps et puis change vers un autre endroit du corps de façon spontanée, la pratique est correcte. Voilà. Donc, on va mettre, pour les personnes qui arrivent, on va indiquer qu'on est en train de faire ce travail d'éveil de la conscience. Je vais partager un écran pour cela. Voilà. Tout le monde a apprécié ces petits moments de silence. Pourquoi ces petits moments de silence? Parce que c'est vraiment la base de l'Ayurveda, hein, et de l'Ayurveda Maharishi, hein. On va rentrer dans les détails de tout cela au fur et à mesure et comprendre en quoi c'est fondamental. Ok, ben on va demander à notre ami, et que l'on remercie beaucoup, Jean-Yves, de passer la première vidéo qui est en fait justement une interrogation sur ce qu'est l'Ayurveda. Qui a tenté de définir un petit peu ce que c'était. Vous voyez, c'est tout un travail de questionnement, de réponse. On essaie d'ajuster en fonction de la demande du docteur Gallois. C'est très intéressant, c'est très dynamique et pour faire bouger la connaissance. Donc c'est vraiment un jeu de questions-réponses. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'introduction des différents thèmes, hein. Donc on va commencer à élaborer un petit peu sur chaque thème, et ces thèmes, on va les développer plus profondément tout au long de notre cours, hein. Voilà.
Donc nous arrivons au terme du premier cours. Donc avec nos deux thèmes sur la définition de l'Ayurveda en relation avec la conscience. Et puis là, on a abordé, vous avez pu le voir, on a commencé à aborder différents sujets, différents thèmes et qui vont être développés tout au long du cours. Donc, on pourrait prendre un petit moment pour questionner, pour interroger. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une certaine expérience, hein. Il y a des gens dans le groupe qui ont déjà pas mal de connaissances en Ayurveda, mais il y a aussi peut-être des personnes qui découvrent pour la première fois. Donc, ce serait vraiment intéressant de lever comment dire, toutes les questions, les interrogations qui peuvent se produire suite à ce petit cours. Vous avez vu, hein, c'est vraiment un travail intéressant d'échange avec Jeanne, entre Jeanne, Sophie. Et c'était beaucoup de plaisir à travailler sur ce cours parce que bon, on était un peu sans filet, hein. Jeanne posait des questions et nous, voilà, on travaillait sur la base de nos expériences. Mais c'est très dynamique enfin, pour nous, on a beaucoup apprécié. Alors, j'espère que vous avez aussi beaucoup apprécié. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main, c'est Marie-Christine, non, c'est ça? Ok. C'est Véronique, ouais, oui, bonsoir Véronique. Bonsoir. Évidemment, moi, je sais pas, 50 questions à poser. Mais comme je suis toujours à poser des questions et à rendre vivant les groupes, et puis que j'ose, en fait, eh bien, j'essaye de me restreindre pour laisser la parole aux autres. Mais comme, à part une question dans le chat, il n'y a pas encore de questions. Je voudrais bien reparler d'Agni. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que fait un corps qui n'élimine pas? Pourquoi le métabolisme peut être lent? Qu'est-ce qui se passe pour que ça ne se digère pas les aliments d'une manière normale? Pour moi, avec le bon sens que j'ai, si on mange 2 fois par jour, on doit aller 2 fois à la selle et éliminer 2 fois. Je trouve ça du bon sens. Il y a des gens que je connais qui vont à la selle 1 fois par semaine, ce qui est, ce qui me paraît un truc de dingue, quoi. Et je voudrais savoir, moi, en ce qui me concerne, si je mange 2 fois, je n'y vais qu'une fois. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi un métabolisme est lent. Est-ce que l'aspect psychologique, la charge mentale, est-ce que ce métabolisme, il n'est fait que des aliments qu'on mange et que le corps va transformer et digérer et éliminer, ou bien est-ce qu'il est fait aussi de toute notre, voilà, de toute la psyché qui s'en mêle? Moi, je pense que oui. Et métaboliser, c'est aussi digérer, voilà, toutes les émotions, tous les chocs, les blessures, les traumas, et qu'un corps, il peut pas toujours arriver à tout transformer. J'aimerais avoir ton avis, Dominique. Après, j'ai une autre Ouais, c'est question très, si on très peut. intéressant comme question parce que donc on va sûrement aborder cela dans le prochain, dans les cours sur Agni. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas concevoir Agni uniquement en tant que feu digestif pour ce qui est des aliments. Bien sûr, Agni digère les émotions. Agni est là pour digérer comment dire, les pensées. Il est là très précisément et très fortement au niveau de l'intellect. Si l'intellect est précis, rigoureux, clair, etc., ça veut dire que l'Agni de la buddhi, l'intellect est puissant. Mais ce qui peut se produire aussi, c'est qu'effectivement, on voit ça chez les gens qui sont surmenés, hein, au niveau du travail, la préoccupation mentale et le débordement émotionnel peut absorber l'énergie d'Agni tellement fortement qu'il n'y a plus assez d'Agni pour l'alimentation. Il n'y a plus assez de feu digestif pour digérer les aliments, et ce qui peut ralentir, par exemple, ça c'est une des choses que l'on voit, c'est ça ralentit complètement la digestion et le métabolisme ne se fait pas correctement au niveau de la sphère digestive. Ça peut être aussi parce qu'on a un tempérament de type kapha, et kapha est lent par nature. C'est sa nature. Vata est rapide, hein, c'est le mouvement, et c'est le mouvement plutôt rapide, hein, tonique, dynamique. Et Vata, c'est plutôt ralentir. Kapha, c'est plutôt ralentir, ralentir, ralentir. Donc il peut des fois, le kapha est un petit peu en excès,
parce qu'on a plus attrapé froid, parce qu'on mange un petit peu plus gras, parce qu'on mange un peu plus sucré, parce que voilà, parce qu'on est un peu trop sédentaire. Le CAFA va ralentir l'AGNI, il va mettre une pression sur AGNI qui fait qu'AGNI va diminuer, puis digérer très lentement, etc. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, il y en a d'autres, mais bon, on le verra un petit peu plus tard. Bon, ça, c'est intéressant. Je crois que Sophie est dans la salle, hein. Sophie, tu me dis hein, quand tu Oui, veux oui, je suis intervenir. là. Non, je Ouais, voulais juste dire à la personne, mais bon, voilà. je vais pas m'étendre, mais je voulais juste lui dire, c'est pas parce qu'elle mange deux fois qu'elle doit aller deux fois aux toilettes. Ça dépend de la nature de ses intestins. Les intestins TAV, en général, une seule fois aux toilettes par jour, même s'ils mangent trois fois par jour. Et puis un pita va toujours y aller plus souvent. Donc il y a aussi la nature des intestins qui va influencer. C'est pas forcément un signe de mauvaise digestion. Bon, c'est pas comme évidemment une personne qui va une seule fois par semaine. Bon, là, ça peut être considéré comme insuffisant. Et Sophie, tu disais qu'en écoutant parler une personne, avec l'expérience que tu as, tu peux quand même déceler quel est son tempérament, qu'est-ce qu'elle ne voit pas, de quoi elle n'a pas conscience, et qui fait qu'elle a des déséquilibres dans sa vie. Est-ce que tu veux bien reparler de ça? Est-ce que c'est une question d'expérience ou est-ce que c'est à travers d'où elle parle, la manière d'utiliser les mots, la clarté de sa pensée, tu peux déceler Mhm. des déséquilibres, justement. Est-ce que tu peux bien développer un Oui, peu ça? je pense que quand on est bon, naturopathe ou qu'on est médecin, on apprend petit à petit, sans même s'en rendre compte, à observer. Et tout ce que vous avez dit, c'est vrai, en fait. Ça peut être toutes ces choses qui jouent. Donc, dès que la personne rentre dans la pièce, déjà, sa façon de rentrer, sa façon de réagir à notre présence quand on vient la chercher, par exemple, dans une salle d'attente, sa façon de marcher, de cligner des yeux, d'avoir beaucoup de mouvements ou moins de mouvements, de parler vite ou lentement. Puis après, on peut observer des aspects très concrets comme la couleur de la peau, le teint, est-ce que les yeux sont grands, est-ce que la personne sourit beaucoup. Il y a énormément de choses et je pense que c'est un petit peu comme le joueur de tennis qui, quelque part, il a le terrain dans sa conscience et il analyse une fraction de secondes de ce qu'il a à faire. Je pense qu'avec l'expérience, on apprend quand on a quelqu'un en face de soi, c'est comme si on avait déjà énormément d'informations. C'est comme une photo intérieure où on va déjà percevoir pas mal d'éléments. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même la possibilité de poser des questions et Oui. puis de de sentir le pouls. Ça, c'est une chance qu'on a d'avoir appris ça. C'est aussi quelque chose d'assez unique dans l'Ayurveda Maharishi parce que il y a beaucoup d'écoles d'Ayurveda où ils n'abordent pas le diagnostic par le pouls, alors que beaucoup de Védias, quand même, majoritairement, on va dire, les Védias en Inde vont le faire. Et, et ça nous apporte vraiment une vision plus intériorisée de ce qui se passe chez la personne d'en face. Je vous remercie tous les deux. Je vois qu'il y a des gens Merci, qui veulent Véronique. parler Oui, maintenant. Oui, il y a Eddy qui veut prendre la parole. Bonjour, Eddy. C'est gentil de penser à vous. Merci à vous déjà de nous accueillir. Tu peux parler un petit peu plus fort, Eddy? Ok. Plus Merci proche du de nous micro. accueillir et de nous dispenser votre savoir qui est vraiment incroyable. Et heureusement qu'il y a la rediffusion parce que les informations sont denses. Maintenant, j'en viens à ma question. Bon, il y a quelque chose qui m'échappe et que je ne comprends pas bien. C'est les doshas. Un dosha équilibré pour quelqu'un, c'est quoi? Par exemple, moi, si ma constitution était réellement équilibrée, que je serais dans une parfaite harmonie, je serais quoi? Je serais Alors, un tiers vata, un tiers pitta, un tiers kapha. oui, c'est la vraie question, ça. C'est la vraie question. Oui, ce qu'on appelle la prakriti, c'est la quantité de dosha que l'on a à la naissance, hein, et en règle générale équilibrée.
Donc ça, on voit ça dans un thème astrologique, hein. En Jyotish, on voit ça. On voit si la personne a plutôt une dominante Vata, une dominante Kapha, Pitta ou un mélange des deux ou par deux ou par trois. Donc il y a 10 constitutions comme ça différentes. On appelle les 10 prakriti. Et quand tout va bien, quand tout va bien, le critère, c'est on est heureux et on est en bonne santé, on est heureux, il y a de la joie, on est créatif, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un bon niveau d'équilibre, en règle générale. Quand ça commence à se déséquilibrer, souvent on le sent au niveau du comportement, il y a moins de joie de vivre, moins de clarté au niveau de l'esprit, des difficultés, on parlait avec Véronique tout à l'heure, des difficultés éventuelles, des difficultés digestives, voilà, et des choses qui commencent à tout doucement à devenir de... Et là, on sait qu'on est dans ce qu'on a vu tout à l'heure vaguement, la notion de vie critique, c'est-à-dire de déséquilibre. C'est-à-dire on peut avoir la même constitution, Vata, Pitta, avec un Kapha dominant, par exemple, hein, ou un pita dominant. Et ce pita, il domine, mais il a tendance à augmenter, augmenter, à continuer d'augmenter. Et il va créer du déséquilibre dans la physiologie, parce qu'il est au-delà de son niveau d'origine, de son niveau de naissance, hein, de son niveau d'équilibre, prakriti, hein. Donc là, on peut le définir comme ça. Donc on le sent, moi je dis toujours, ça c'est vraiment la définition qu'on a en Ayurveda, c'est la science de la joie. C'est-à-dire que quand il y a de la joie, intérieurement, il y a de la joie le matin, il y a de la joie dans la journée, on a mangé, après on est joyeux. Enfin, quand je dis joyeux, c'est-à-dire bien à l'intérieur. Ça peut être quelque chose de très très doux, de très apaisé, hein. C'est pas forcément la joie des pitas qui éclatent de rire, mais ça peut être quelque chose de très très doux. Mais il y a un bien-être, on sent vraiment un bien-être intérieur, hein. Et ça, c'est un des critères de l'équilibre. Il y en a bien d'autres, bien sûr. On a plein de questions maintenant dans le chat. Alors, pouvez-vous redéfinir Vata Pitta Kapha? Sophie, tu veux répondre à ça? Bah oui, on peut aller. Bon, on en reparlera. Vous allez, On en dans les cours reparlera. suivants, hein, on en reparlera. Là, aujourd'hui, c'était juste une introduction. On évoque différents thèmes. Donc, si vous n'avez pas réussi à tout suivre, c'est pas grave parce qu'en fait, la plupart des notions, on va les reprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, mais c'est vrai que le système des doshas, c'est important à le saisir parce que c'est pratique pour comprendre un peu ce qui se passe à beaucoup de niveaux. Donc, le vata, c'est tout ce qui bouge, on dit c'est le mouvement. On le compare au vent. Donc, il bouge, il est léger et comme je disais tout à l'heure, il est sec. Le pitta, c'est le feu, majoritairement le feu. Lui, bah, il chauffe, il pourrait brûler s'il était en excès. Et il représente le dynamisme et la transformation. Et puis le kapha, c'est plus lent, c'est plus lourd, c'est plus rattaché à la terre. Et on dit que c'est la structure dans notre physiologie. Donc on en parlera longuement, comment le Vata, le Pitta Kapha s'exprime dans la physiologie, comment il s'exprime dans la nature, comment il s'exprime dans les aliments qu'on mange. Chez les animaux, on peut presque tout décrire en termes de Vata, Pitta et Kapha. Alors, une autre question, est-ce que l'ama se pose aussi sur les articulations? Oui, peut aussi se poser sur les articulations. Hein, on a parlé, Sophie à un moment donné parle très clairement justement de la notion d'ama qui peut progresser vers des tissus de plus en plus profonds. Et quand tant que l'amas est dans l'intestin, bon an, mal an, on dit c'est assez facile à éliminer, une petite purgation, quelques plantes, un petit nettoyage, un petit changement alimentaire, on peut nettoyer. Quand l'amas devient chronique, c'est-à-dire que la digestion se fait mal, au bout d'un certain temps, l'amas finit par passer dans le sang, puis il continue son petit bonhomme de chemin et peut finir dans les articulations, entre autres, hein. Il peut finir aussi dans la peau, donner tous les problèmes d'eczéma, etc., et au niveau des articulations. Donc, effectivement, il va s'installer quelque part, on va dire, il va se localiser, et puis là, il va créer un certain nombre de désagréments qu'on connaît bien, les douleurs, les inflammations, etc., etc. Et donc, suivant le type d'amas, mais ça, on en reparlera aussi, suivant le type d'amas, peut donner des articulations complètement desséchées, hein, si c'est ce qu'on appelle l'ama vata. Donc, on va avoir trop de vata dans cette zone-là, qui reste bloquée, qui continue à souffler, hein, comme dit Sophie. C'est cette intelligence qui crée du mouvement, mais si elle est bloquée dans une zone, elle va assécher, 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 et ça va, par exemple, faire ce qu'on appelle l'arthrose, c'est-à-dire la diminution du tissu du cartilage, voire des fois une atteinte au niveau osseux, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bonjour. Peut-on poser des questions à l'oral? Oui, ça c'est déjà fait. C'était pour Eddie. Oui, bien sûr, vous pouvez. Pardon. Comment trouver un bon praticien ayurvédique? Merci, Sylvie. Alors, je vous présente Sophie, très bon praticien ayurvédique, excellent praticien ayurvédique, Et qui va être beaucoup Dominique, plus disponible. alors évidemment, oui, si, bon, je pense que Dominique, c'est un petit peu la même chose. Nous, on peut aussi offrir des consultations en vidéo, en visio. Euh, c'est pas tout à fait idéal pour le diagnostic par le pouls, mais bon, ça peut quand même éventuellement se faire. Puis après, je sais pas, Dominique, si il y a une liste en France Alors, euh, ouais. de Ah, consultants. tu me passes le relais pour parler du site. Il va y avoir la suite de ce cours, un site qui va être ouvert où on retrouvera la liste par région des personnes qui ont les formations pour consulter, hein. Donc, vous aurez, il y a quand même un certain nombre de gens. Il y a une formation qui s'est faite il y a quelques temps où il y a eu pratiquement une trentaine de personnes qui ont été formées, hein, donc qui ont commencé à consulter, ça fait plus d'un an maintenant. Donc, on a déjà, pour certains, un bon niveau, hein. Donc ça sera disponible. Ce n'est pas vraiment une question, mais je m'aperçois que depuis très très longtemps, j'ai la sensation d'avoir le sang lourd et j'ai l'impression de ne jamais être entendu. Eureka, je viens de comprendre. Ben voilà, hein, c'est bien parce que c'est vraiment ça l'Ayurveda, c'est l'étude des lois de la vie. Et en fait, ces lois de la vie, c'est quoi? Ben, c'est notre fonctionnement. C'est tout simple, hein, c'est nous. Et alors, quand on commence à comprendre, ah oui, ça, il se passe ça ici, comme ça, ah oui, d'accord, ah oui, je ressens ça, hein. Et là, on commence tout d'un coup à rentrer dans vraiment une vraie pratique ayurvédique, c'est-à-dire vraiment se comprendre et savoir sentir ce qui va bien, ce qui va pas bien, etc. Alors, de la même manière qu'il existe des cocktails d'épices appelés curry, épices vata, kapha, etc., il semble exister des cocktails de plantes à l'instar de l'Amrit Kalash. Est-il donc pertinent d'éviter d'essayer des plantes une par une? Tu veux répondre, Sophie? Oui, oh, on peut toujours. C'est quelquefois assez simple. Maintenant, on trouve ça assez facilement. Des plantes isolées, on peut les tester. La plupart du temps, il y a aucun souci. Mais il y a toujours cet effet de synergie. Je sais que les Védias en Inde, en fait, n'utilisent pas les plantes seules. Ils utilisent que les synergies. Ils disent qu'elles sont plus efficaces parce qu'il peut y avoir une partie d'une plante qui va avoir un certain effet, mais un effet secondaire et une autre plante va diminuer ses effets secondaires et avoir un effet qui peut potentialiser les effets de la première. Et la plupart des préparations, on va dire, il y a quelques préparations ayurvédiques qui ont vraiment que très peu de plantes, une, deux, trois plantes, mais la majorité, ils ont 10, 20, des fois 30, 40 plantes, pas forcément la plante entière, hein, ça peut être juste une partie de la plante, mais c'est quelque chose d'assez complexe, la phytothérapie en Ayurveda. Mais bon, n'hésitez pas si vous avez envie de tester du brahmi ou quelque chose comme ça que vous trouvez sur votre chemin, ça fera, ça fera de toute façon, ça peut être intéressant. Mais après, bon, bah voilà, je pense qu'on a besoin, c'est là qu'on est content d'avoir une consultation, un praticien sous la main, parce que quand on veut vraiment voir quelque chose d'un petit peu plus spécifique, on va avoir besoin d'une synergie. Et là, bon, on va pas pouvoir trouver tout seul vraiment ce qu'il faut. Alors, le diagnostic par le pouls est-il considéré comme prioritaire par rapport aux observations physiques et mentales? Et en l'absence d'un Védia, peut-on dire que ces observations physiques et mentales constituent une forme de diagnostic par défaut, donc plus approximatif pour déterminer sa prakriti? Ah, c'est la question de quelle prakriti ai-je? Alors, le plus simple pour la prakriti, souvent, c'est les petits tableaux, là. Vous en trouverez dans le site, hein, quand le site va être fait, on en mettra. Et on l'a expurgé un petit peu parce que dans tout ce qu'on trouve dans les bouquins, un peu partout, il y a une sorte de mélange entre prakriti, vikriti, c'est jamais bien net. Là, on a essayé de faire vraiment un tableau hein, par exemple, la couleur des cheveux depuis l'enfance. Bon, bah, bien sûr, si on parle de quelqu'un qui a 60 ans, il n'a pas la même Ça peut couleur de cheveux. changer. Je Ça prendrais peut plutôt les changer. yeux. Voilà, mais disons, en général, on sait qu'on était plutôt brun ou plutôt blond, etc., etc. Donc, il y a des choses comme ça qui sont significatives de la prakriti, hein. La couleur des yeux, ça ne change pas.
hein, la forme, les dents, par exemple, la structure des dents. Donc, il y a des choses comme ça qui sont plutôt fixes et c'est ce qu'on a essayé de faire pour définir l'appareil critique. La vie critique, c'est plus sur le court terme, hein, c'est-à-dire le déséquilibre, c'est sur le court terme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, c'est pareil, on peut poser un certain nombre de questions assez précises et ça définit bien la vie critique, hein. Alors, un déséquilibre apparaît-il d'abord dans le corps subtil, Kocha? Peut-on le conscientiser à ce niveau des corps subtils? Super. Il y a, il y a nourrir le corps. J'aime beaucoup cette question. Tu veux te lancer, Sophie? Non, non, ça, je te la laisse. Tu me la laisses. Elle est faite pour toi, Super. celle-là. Les cochas, c'est une très belle question parce que on a l'impression d'être un corps physique avec un esprit, ça encore on n'oublie pas trop, avec des émotions, le sens des émotions, ça on n'oublie pas trop non plus. Mais des fois, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qui entoure notre corps, on appelle ça les koshas. Il y a des corps d'énergie, hein, qui nous relient en fait à l'environnement et qui sont définis. Il y a une très jolie chanson d'ailleurs qui dit Anna Kosha, Mana Kosha, Vijnana Kosha, Nanda Mayame, Shudyantam, et qui décrit en fait tous les différents corps. Donc effectivement, les choses souvent peuvent démarrer dans les corps subtils, hein. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau des corps subtils qui va donner un certain malaise sans être vraiment un symptôme de pathologie. Juste, on se sent moins bien, il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Voilà. Et puis, progressivement, si on ne fait rien, hein, si on ne fait pas un travail, par exemple, de marmathérapie ou un travail de nettoyage, de purification, cette chose qui est un peu déséquilibrée ici et là va avoir tendance à descendre vers le corps physique et à un moment donné somatiser, ce qu'on appelle la somatisation. Donc ça peut être dans le corps mental, ça peut être dans le corps émotionnel, ça peut être dans le corps intellectuel, dans l'intellect, la buddhi, hein, ça peut être dans différents corps. Et puis si on intervient à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais, on a parlé des massages. Les massages en Ayurveda sont formidables pour ça aussi, pour nettoyer tous ces plans subtils. Merci pour la question. Ça, c'était Serge. Merci Serge. À ma connaissance, c'est Vata qui se déséquilibre en premier, car c'est le dosha lié au mouvement. Ah, Sophie, je te laisse. Oui, là, d'accord. Oui, c'est vrai. En général, on dit que c'est le Vata, c'est le roi, c'est celui qui dirige, c'est le premier à bouger. C'est d'ailleurs le premier à se déséquilibrer la plupart du temps. Donc c'est rare que dans un déséquilibre, on ne retrouve pas le Vata. Et c'est souvent lui qui va entraîner. C'est comme le vent qui va souffler sur le feu ou qui va souffler sur la terre ou l'eau, le kapha, et qui entraîne les autres avec lui. Et Serge qui dit, mais on nourrit aussi l'esprit. J'ai pas, il y a nourrir le corps, nourrir aussi l'esprit. Oui, je pense que ça, la réponse a répondu à ta question, hein, je pense, Serge. Sinon, tu nous le diras. Est-ce que vous allez refaire une formation permettant d'être praticien par la suite? Qu'est-ce Mhm. que tu en penses, Sophie? Ce serait bien, bien Ça sûr. serait bien, hein. Ça serait bien, hein. Ça serait bien. En francophonie, là, pour toute la francophonie, ce serait super. Oui, pour toute la francophonie, pourquoi Ouais. pas. Mm. Mm. Où se former? Combien de temps pour se former correctement? Alors, les cours de consultant, on vient d'en finir un, là, enfin, ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant. Il faut compter une année de travail personnel et 2 semaines en résidence pour affiner la formation et surtout pour le travail de la lecture du pouls et tout ça. Et puis ensuite, tout un travail personnel pour pouvoir être certifié, hein. Donc, moi, je dis, il faut compter, disons, de formation pure 1 an et de formation personnelle, enfin de travail d'intégration personnelle, il faut compter encore au moins 6 mois souvent pour être certifié. Bon, il y a des gens qui l'ont fait en 15 jours, 3 semaines, hein, s'il faut faire un certain nombre de consultations. Mm. Mais c'est très joyeux, enfin, ça a été un très beau cours, hein. On était, je crois, une trentaine, ouais, un peu plus de 30. Ouais. Alors, aurons-nous vos mails pour entrer en contact avec vous trois et demander une consultation? Oui, bien sûr, on peut vous donner nos contacts, il n'y a aucun problème. As-tu le contact d'un Jyotishi expérimenté et compétent? Euh, on va mettre, puis moi je vous enverrai le lien, hein. Moi, je vais mettre mon mail. Sophie, tu veux pas mettre le tien aussi dans le chat? CRFM.
me.com. Voilà. Et puis, je vous donnerai une adresse pour Jyotishi, hein. Alors, attends. Je suis pas sûre de savoir faire, tu vois. Il faut aller dans Chat, en bas. Tu cliques dessus, ça va ouvrir une petite colonne à droite. Oui, dans le chat. Afficher les aperçus de la discussion. Oui. Là, tu as toute la discussion. J'ai pas la discussion, justement. En bas, il y a marqué saisir le message ici, Oui, en peut-être bas que- de la discussion. Bon, ça viendra. Ça Ouais. viendra. Alors, Là, moi, j'ai peut-être une solution, Sophie, si tu m'autorises. J'ai drbell@bluemail.ch, c'est OK? Il y a des RS Bell. Oui, Oui, c'est ça, hein. oui, Copier blowmail.ch. l'adresse et donc je Je vais vais la la mettre. copier, oui. Là, je vais la copier. Tac, comme ça, c'est fait. Voilà. Et puis, Jeanne. Alors, l'adresse de Jeanne aussi, on a demandé, hein. Jeanne, tu veux mettre ton adresse? Alors, aurons-nous vos emails? OK. Comment se prend l'Amérique Kalash? Voilà, c'est simple. L'Amérique Kalash, en général, hein, la plupart du temps, la dose classique, c'est une cuillère à café 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, on le prend plutôt en dehors des repas. C'est assez épais, donc souvent on le suce, on prend une cuillère à café, on va sucer. Mais après, on peut prendre moins. Par exemple, chez les enfants, on peut prendre déjà l'Amérique Kalash, mais on va donner des doses plus petites. Ou chez des gens plus âgés aussi. Après, les personnes qui sont diabétiques, il faudra se poser la question, est-ce que l'Amérique Kalash est le meilleur choix? Sous quelle forme on veut le donner? Intéressant, hein, pour les gens qui ne connaissent pas l'Amérique Kalash, c'est vraiment la synergie par excellence de l'Ayurveda Maharishi. On ne le trouve que dans l'Ayurveda Maharishi. Et qui soutient bien sûr fortement le système immunitaire, très très puissant pour le système immunitaire, mais en fait ça soutient tous les systèmes digestifs, respiratoires, circulatoires, etc. Donc c'est vraiment une des grandes synergies. On appelle ça un rasagana, c'est quelque chose qui nourrit toute la physiologie, hein. Très puissant. Et je crois qu'il reste une dernière question. Un groupe des 100 personnes présentes de ce cours serait-il constitué pour s'échanger nos notes et partages? Alors ça, on va laisser répondre peut-être Anne-Marie, qui est plus spécialisée dans la communication, ou Jacques, ou je ne sais pas qui peut prendre le relais là-dessus. Mais Euh, pour ouais, l'instant, il n'est pas prévu de faire un groupe, mais on peut y penser. c'est une bonne idée, hein. Ce qui veut dire un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça, Oui, quoi. sûrement, hein. Mm. Ok. Faudrait peut-être laisser le choix à chacun de s'y mettre ou pas. Exact. Mm. Ouais, Exact. c'est important, c'est important. Ouais. Ça s'organise, ça. Il faut qu'on y réfléchisse d'abord, quoi. Voilà. Alors, les infos fournies par le chat sont perdues à la fin de la session. Je ne sais pas qui gère ça. Anne-Marie, Ah, à la fin de session, on perd, hein, je crois, les infos. ah oui. Oui, hein. Oui. Ouais, donc, il faut prendre les adresses email si vous en avez besoin. Ou acheter des bric-à-brac. Alors, vous allez sur le site, voilà, un site, et, enfin, pas sur un site, mais sur un browser, et puis vous marquez un bric-à-brac, et là, vous avez plein de fournisseurs d'un bric-à-brac. Mais faites bien attention de prendre un bric-à-brac Marichi. Mais j'ai jamais vu d'autres de produits similaires. Mais il y en a beaucoup. On en vend en Hollande, on en vend en France, c'est vendu en Suisse, c'est vendu bien sûr en Italie. Voilà, il y a plein de sites qui vendent la Kalash. Il n'y a pas de problème pour ça. Oui, Dominique, on signale que l'adresse du docteur Sophie n'a pas été indiquée sur le Oh, chat. pardon. J'ai oublié de l'envoyer. Désolé. Moi, je l'écris là, ça y est, je suis dessus. C'est dessus. Je vais la marquer. Alors, Merci. Et voilà, c'est parti. bon, moi, je crois on a fait le tour des questions, hein. Non, l'amricalache en pâte est très sucré. C'est aussi le cas de plusieurs cocktails de plantes sous forme liquide dans les ashrams en Inde.
Y a-t-il une raison à la présence d'autant de sucre? Alors, le sucre, il présente des avantages pour l'assimilation, hein, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a une forme, par rapport à la pâte, il y a une forme qui est sans sucre et sans beurre clarifié. Donc, il y a ce qu'on appelle MA7, et qui contient toutes les plantes, sauf le sucre. Et donc, pour les personnes qui sont gênées par l'excès de sucre, ça peut être pas mal. Tu as peut-être une autre explication pour le sucre, Sophie? Non, c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai souvent posé la question au Védia et c'est pour améliorer l'absorption de certaines plantes. Hmm. Donc, en fait, le sucre dans les préparations sont souvent utilisés à titre médicinal et il a sa place. Et certains produits, comme l'amérique de calage, c'est sans doute de tous les produits le plus sucré. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent trouver que c'est vraiment trop sucré. C'est pas un sucre qui va être addictif, hein, c'est un sucre qui n'est pas raffiné évidemment. Il est additionné de toutes ces plantes médicinales, donc il n'y a pas du tout d'effet addictif. On va jamais commencer un pot d'ambricalage puis on peut plus s'arrêter. C'est pas comme une pâte au chocolat bien connue. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. C'est une des choses qu'on dit d'ailleurs en Ayurveda, c'est quand il y a un effet addictif, on peut être sûr que c'est pas bon pour la santé. Quelque chose de sain, ça ne doit pas donner cette dépendance où on a tout le temps, de plus en plus, envie de le prendre. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, sauf si vraiment on ne le supporte pas, puis évidemment pas si on est diabétique. Est-ce que l'Ayurveda soigne aussi les problématiques psychologiques des personnes? Mais en fait, l'Ayurveda ne dissocie pas le corps de l'esprit. Donc, un problème psychologique peut être lié à un problème digestif, par exemple. Euh, un problème émotionnel peut être lié, par exemple, à un mode de vie. Donc, on va toujours prendre en compte la totalité, hein. C'est-à-dire le fonctionnement de la personne dans son ensemble, et puis on va chercher la cause. Pourquoi il y a ce problème psychologique? Et effectivement, il y a aussi une psychologie, enfin une connaissance psychologique en Ayurveda, hein. Moi, j'ai fait une formation l'année dernière, là, et il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances sur le plan psychologique. Hmm. Alors, l'Ayurveda Machi inclut-il l'homéopathie? Non, pas vraiment en fait. Ouais, l'homéopathie est venue beaucoup plus récemment, c'est pas vraiment inclus dans les textes anciens. Autant que je sache, bon, nous qui avons été formés dans l'Ayurveda Maharishi, c'était clair qu'on n'incluait pas l'homéopathie. Maintenant, quelqu'un pourrait être formé, moi c'est pas mon cas, ou je pense pas que ce soit ton cas, Dominique, mais j'imagine qu'on pourrait très bien se former à l'Ayurveda et pourquoi pas à l'homéopathie ou à la médecine chinoise ou à d'autres médecines naturelles. Et puis notre intégration de tout ce qu'on a appris peut parfois nous faire utiliser différentes médecines. On pourrait le faire, pourquoi pas. Mais c'est pas exactement le même système. Mais pour nous, il y a beaucoup de gens qui se disent bah, mon homéopathe, il veut pas que je prenne autre chose. Mais nous, en Ayurveda, moi, ça m'est égal quand les gens prennent déjà quelque chose d'homéopathie. Ils me demandent est-ce que je peux quand même prendre des plantes ayurvédiques? Où je dis oui, pour moi, il n'y a aucun problème. Je les considère comme des amis. C'est de toute façon, ça, les deux vont agir à un niveau subtil. Et les deux sont pour équilibrer la santé. Et maintenant, si on veut vraiment voir qu'est-ce qui fait quoi, c'est des fois plus simple de ne pas utiliser tout en même temps. Super. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre session. Il y a peut-être une dernière question encore d'Eddie. Et on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Merci. L'un de vous disait il y a un moment que le Pitta était gouverné par Vata. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ah, c'est pas vraiment qu'il est gouverné, je suis pas sûre que ce soit le terme que j'ai utilisé. Je voulais plutôt dire que le Vata, c'est souvent c'est celui qui bouge le plus vite, donc c'est celui qui se met en déséquilibre le plus vite. Et comme il est très mobile, il va déranger ses voisins, et son premier voisin, c'est le Pitta. Donc, il y a concrètement, le centre du Vata est au niveau de l'abdomen, du bas-ventre, et le Pitta est au-dessus, au niveau du plexus solaire. S'il y a trop d'air en bas, ça va finir par bloquer, en fait. Au bout d'un moment, l'élimination de cet excès d'air est bloquée et l'air commence à bouger vers le haut.
Et dans son voyage vers le haut, le vent, le vata, va perturber le pitta. C'est ce qui peut arriver quand on a vraiment beaucoup de ballonnement et ça peut donner des éructations, par exemple une élimination d'air vers l'extérieur ou éventuellement un reflux d'acidité, ou ça pourrait même favoriser les problèmes cardiaques. Donc quand il y a un excès d'air, en fait, il faut qu'il parte vers le bas, pas vers le haut. Comme ça, il ne dérangera pas le pitta. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on regarderait toujours pendant une consultation. Ouais, et puis il peut avoir tendance à rendre le feu digestif très déséquilibré, Très c'est-à-dire irrégulier. très irrégulier. Donc effectivement, dans ce sens-là, on peut dire qu'il gouverne en quelque sorte le pitta. C'est-à-dire le plus mobile gouverne le moins mobile. Hein, on peut dire comme ça, ou dynamise le moins mobile, dans ce sens-là. Mais il y a une autre, dans la connaissance védique, il y a un principe qui dit le premier inclut la totalité et le premier dirige les seconds, et les troisièmes, etc. etc. Hein, donc c'est un principe. Hein. Donc le premier dans la liste, hein, Vata, Pitta, Kapha, est toujours moteur par rapport au suivant. Super. Bon, ben, je crois qu'on a essayé de répondre à toutes vos questions. On va peut-être rappeler juste que le prochain cours va porter, on a commencé à parler de la conscience dès le départ, va porter justement sur la conscience. On a, on a, on a vu que on va reprendre un thème. Bien sûr, il y aura tout un cours sur Vata, Pitta, Kapha, sur les doshas. Ne vous inquiétez pas, on a le temps d'approfondir. Il y aura toute une formation sur l'Agni, sur Ojas, sur Prana, hein, la pulsion de vie, sur notre Ojas qui est le maître de l'immunité, dit-on. On va approfondir ces grands thèmes et puis donner des choses très pratiques pour pouvoir les rééquilibrer. Donc, on a parlé aujourd'hui de l'importance de la conscience dans le contexte de l'Ayurveda et surtout de l'Ayurveda Maharishi. Hein, beaucoup d'écoles ayurvédiques font état de l'importance de la conscience. Un certain courant s'intitule même Ayurveda et conscience. J'ai vu ça sur Internet il n'y a pas très longtemps. Mais mais derrière les mots qui existent, il y a-t-il des moyens et des outils efficaces pour développer la conscience? C'est toujours la question qui se pose. En parler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je me souviens toujours d'un Védia qui disait un jour, ah oui, oui, l'Ayurveda, c'est Charaka, Charaka. Charaka, c'est le premier document, c'est le document la référence de base la plus profonde et la plus ancienne, et sur lequel repose la connaissance de l'Ayurveda Maharshi. Il disait, ouais, Charaka, Charaka. Mais bon, on n'étudie plus trop Charaka. Maintenant, on étudie les textes, ceci, cela. Et c'était très amusant. Donc là, avec la conscience, c'est un peu la même chose. Tout le monde présente la conscience au début de son livre, etc., etc., etc. Mais y a-t-il les moyens de... Donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Hein. Donc, moi, je voulais vous proposer un petit exercice. Il faut jouer quand même un petit peu. Hein. On a beaucoup parlé, donc on va vous laisser un petit peu travailler à la maison. C'est-à-dire vous faire plaisir à essayer de trouver votre définition de la conscience. Quelle est votre définition de la conscience? Alors, on a déjà regardé sur ChatGPT, Perplexity, Claude et tout ça. On connaît leur définition. Moi, ce qui nous intéresse, c'est votre définition à vous. Comment vous, dans votre corps, dans votre quotidien, dans votre vie, vous ressentez la conscience. Ça peut être une expérience, ça peut être juste une petite définition. Vous pouvez le faire en prose, vous pouvez le faire en vers, en alexandrin, en haïku, comme vous voulez. Donc c'est juste pour jouer un petit peu. Là, ça nous donne une petite synthèse du cours. C'est un élément important. Et puis comme ça, vous jouez un petit peu avec, vous réfléchir un petit peu ce que c'est que la conscience. Ça vous parle, comment ça vous parle, etc. Ça vous va? Merci. Super, super. Donc, on peut remettre l'écran où on voit tout le monde. Moi, ça me manque, moi, de ne pas voir tout le monde. Et puis, merci à vous. Donc, on se retrouve mercredi prochain. Et Très bonne Dominique, soirée. Ouais. permets-nous aussi de vous remercier, de partager toute votre expérience depuis 40 ans, et de nous l'offrir comme ça pour une participation, somme toute, extrêmement raisonnable. Énormément de gratitude de votre générosité, de votre simplicité, humilité, gentillesse, de votre cœur si grand, que vous nous donnez. Merci pour ça. Mhm. Voilà.